Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Alors nous sommes sur le circuit de l'Oéac et déjà désolé de ne pas vous avoir proposé de vidéo pendant un moment, mais Thierry qui est derrière la caméra a eu quelques petits soucis de santé. Il est de retour parmi nous et je suis avec Yann pour le FAQ. Mais avant ça Yann, l'actualité du moment, ça fait 16-17 ans que tu proposes des stages de glisse en France, mais cette année tu proposes en plus de partir en Laponie. Absolument, donc des stages de glisse sur glace. Puisqu'en effet les stages asphalte existent depuis 15 ans et les stages glace existent depuis même presque 17 ans. En France, en l'occurrence en Haute-Savoie, à Flaine. Et puis c'est vrai que la grande nouveauté là pour nous cette année, c'est de proposer à la fois ces stages qui vont continuer, on aura quelques dates encore cette année, puisqu'il ne fallait pas avoir une transition trop brutale, et surtout en effet des stages en Laponie, donc en Laponie suédoise, qui vont se dérouler sur une période d'exploitation d'environ 5 ou 6 semaines. Donc en Haute-Savoie, on était présent une semaine. Là, on est présent 6 semaines là-haut, 5 à 6 semaines. On n'a pas encore tout bien défini la date de présence. En tout cas, c'est une vraie et grande opportunité aujourd'hui pour moi et donc pour vous finalement de pouvoir mettre les roues sur les lacs gelés là-bas. Moi, j'ai posé mes roues là-bas en tant que client il y a 8 ans déjà, et j'y suis retourné à 2-3 reprises d'ailleurs. C'est un moment magique. C'est voilà. Quelque chose. Ouais, c'est un moment magique parce que le simple cadre à lui tout seul est incroyablement lunaire. Tu te retrouves sur le plus grand lac gelé d'Europe. Enfin, c'est énorme. Et puis rouler sur glace là-bas. On est sur des tracés identiques, hein. On est sur la reproduction de tracés de circuits français. Notre partenaire là-bas d'ailleurs, c'est le Laponia Ice Driving, qui est une école référente depuis maintenant une dizaine d'années. On va donc aller jouer sur une partie de leur lac, avec des pistes qui nous sont dédiées. On emmène là-bas les Nissan 370Z, M3 V8, GT3, donc les 97 3 litres 8, les deux GT3. Fait une Mitsubishi. Et puis nos valeureuses Lancer Mitsu Evo 8 et 9 qui sont à mes yeux juste un outil redoutable pour rouler sur la glace, même encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a commencé vraiment à parler de ce produit. Il existe, il est là, les voitures sont en cours de préparation, on est vraiment en train de les équiper grand froid, c'est-à-dire que préparation de protection. Hein. C'est vrai que quand tu roules à 80, 90, 100, 110 sur la glace et qu'à un moment tu te loupes, tu sors. Alors le mur de neige n'est jamais énorme là-bas. Mais il est quand même présent. Mais il est présent et donc notamment sur une Evo par exemple, tu as l'échangeur qui est juste devant, qui n'attend que ça, de manger ce mur de neige. Donc voilà, on a vraiment des préparations spécifiques hivernales sur les voitures avec de... Toute la préparation est en cours. La préparation est en cours et aujourd'hui justement, il est possible de consulter, de prendre des infos, soit en nous appelant directement, soit en allant sur un site dédié aujourd'hui qui est le site Pégase on Ice, hein, www.pégase on Ice, on peut pas se tromper. Non, on peut pas l'inventer. Enfin voilà, je le dis, je le répète, surtout on est à la dispo de tout le monde pour répondre à toutes les questions parce que c'est vrai que c'est une autre organisation d'aller là-haut, de prendre un avion, c'est sûr, prendre un hôtel, enfin voilà, on a des packages, tout est vraiment calé aujourd'hui. Alors s'il y a des abonnés qui souhaitent y participer, c'est quand et c'est combien ? Eh bien, les infos donc, seront intégralement retrouvables sur le site internet. On est donc présent du 11 au 12 janvier jusqu'au 15-16 février. Donc il y a, je crois, à peu près 5 semaines d'exploitation. Et puis c'est combien? Alors à l'inverse de tous les stages que j'ai toujours proposés, aujourd'hui, c'est vrai que là, on va choisir sa voiture. Le principe des stages Pégase, c'est plutôt de rouler avec plein de voitures pour développer le feeling. Il se trouve que quand on est là-haut, c'est tellement déjà dépaysant que de changer de voiture en plus, ça va vraiment poser un vrai souci de... Il vaut mieux se spécialiser. Exactement. Donc là-bas, on va choisir son modèle de voiture. Donc à la journée, aujourd'hui, on est sur un format à 1200 € TTC, en tout cas à partir de 1200 € TTC pour le roulage en Nissan 370Z. D'accord. Il en sera un peu plus pour l'M3, pour les Evo et GT3. Voilà, on arrivera à 2000 € TTC à peu près pour le roulage en GT3 sur la journée.
Ensuite, un package d'hébergement, plus le vol. On va dire qu'on est sur, sur une prestation globale d'un peu moins de 3 000 €. D'accord. Pour une journée, avec une journée de déplacement, enfin pas tout à fait une journée, mais en tout cas on compte une journée, on imagine venir le lundi, rouler le mardi et repartir le mercredi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Pégase ou aller directement sur le site pégazonice.com. Mais avant ça, nous sommes ici pour le FAQ et tu dois répondre à quelques questions. C'est parti! Alors Yann, je précise que tu ne connais pas les questions à l'avance. Première question, quel est ton délit? On va faire des déçus là. Hein. Je roule alors j'ai pas de voiture attitrée moi. Donc je roule au quotidien avec un berlingot. Avec un berlingot. Ouais. Bon, un mythe s'effondre. Ouais, non, on a aussi une petite une 525D, une série 5, voilà, confortable, traverser la France, c'est parfait. Deuxième question, est-ce que tu fais de la moto? J'ai le permis moto. Mais ça veut pas dire que t'en fais. J'ai le permis moto, j'ai jamais acheté de moto. Donc j'en ai fait très ponctuellement de temps en temps. C'est pas mon domaine. Pour avoir essayé un tout petit peu, c'est pas mon domaine. Donc c'est comme la bagnole, ça demande du boulot. Du coup, je vais enchaîner avec une question qui a un peu de rapport. C'est quoi ton plus gros accident et ta plus grosse frayeur? Ah, alors le plus gros accident, vive le sport auto. On a pris avec ma petite femme en 98 une énorme pelle en 205 kit car à l'époque, dans les Côtes d'Armor, au rallye de Lannion d'ailleurs, où j'ai... bon voilà, la spirale de la loose est toujours la même, c'est-à-dire que tu peux pas pointer au bon moment parce que tu as un problème mécanique sur la voiture, donc tu répares en 4e vitesse, tu arrives sur la ligne de départ, ta voiture n'est pas froide, enfin tes pneus sont froids. Ouais. Je pars, je roule et au moment où je prends les freins, on est en 6, la voiture prend un peu d'angle et je tape, on doit taper à je sais pas, 130, 140 le talus en face et donc ouais on s'est fait un peu mal, on connaît bien l'hôpital de Lannion. Donc on a Pierre-Yves qui te demande quel est ton parcours de pilote avant d'ouvrir cette école de glisse et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de créer cette école? Donc en gros il te demande quel est ton parcours, comment ça a commencé tout ça quoi. Comment ça a commencé tout ça? Le pilotage. Écoute, j'étais pas très à l'aise sur les bancs de l'école. Et donc mon papa a une idée fulgurante de m'offrir un stage de pilotage à l'époque. T'avais quel âge? Pour mes 20 ans. Ok. Je n'avais jamais mis mes fesses dans une voiture, si j'avais le permis, mais je n'avais jamais mis mes fesses dans une voiture sur un circuit, j'avais pas fait plus de cartes que ça, enfin voilà, j'étais novice total. Et puis là, révélation complète quoi. Révélation complète à l'époque, je dis waouh, mais c'est génial ça. Bon, je te cache pas que ça m'a pas aidé à bosser le soir mes cours. Tu m'étonnes. Tu faisais quoi d'ailleurs en cours? J'étais à l'époque en BTS technico-commercial. D'accord. Ouais. Et voilà, assez rapidement, dans cette école, je suis allé demander s'il n'y avait pas besoin d'un coup de main le soir pour laver les voitures, ramasser les plots et que sais-je encore. Un gros coup de cœur quoi. Ouais, ben oui, d'un seul coup tu te dis waouh, c'est génial. Enfin si, pour moi le sport auto c'était automoto à la télé quoi. Et ça s'arrêtait là. Donc de là, j'ai mis un pied dans cette école et puis finalement je pense que j'étais pas complètement débile. J'arrivais déjà à parler, je savais tourner le cerceau. Je savais sourire aux gens et finalement c'est les profils qu'on attendait un peu des moniteurs. Donc j'ai été formé tout un été, moniteur en second, à suivre comme un jeune padawan le moniteur en place. Et puis un jour tu déploies tes ailes et puis tu y vas quoi. Et jusqu'au moment où une place s'est libérée dans cette école, les planètes étaient alignées, on m'a dit écoute, est-ce que tu veux venir bosser? Je dis bah ouais, j'arrive. Et puis la création de ton école? Et alors, donc je suis resté presque 8 années salarié dans cette école. Et puis j'ai eu l'envie après de proposer mes propres... Alors entre-temps, c'est vrai que j'étais pilote un peu indépendant pour encadrer des essais routiers pour les constructeurs en général. Et puis en effet, un jour, l'envie de proposer mes propres stages avec une vraie philosophie qui je pense aujourd'hui fait la force de nos journées avec du roulage, de la liberté d'évolution, responsabiliser les gens, enfin voilà, blablabla. Ouais. Et je pense que Pierre-Yves voulait aussi savoir quel est ton parcours de pilote au niveau compétition? Ouais, compétition, j'ai d'abord commencé à être moniteur. Ouais. Et c'est surprenant quand tu es moniteur dans une école, d'un seul coup tu as des gens qui font de la compétition et qui viennent te voir.
et il te parle de pneus slick, il te parle de pression, il te parle de châssis, suspension, et en fait, toi, tu sais pas, parce que de la compétition, tu n'en as jamais fait. Donc à un moment, soit tu restes moniteur sur ta piste et tu es champion du monde de ton bac à sable, que personne vient te chercher, tu connais les graviers par leur prénom, ou alors, à un moment, tu prends ton courage à deux mains, et puis tu te dis, tiens, moi aussi, je vais aller en faire de la compète. Donc ouais, on a commencé à faire un peu de circuit et puis après surtout du rallye. Rallye. Donc j'ai dû commencer le rallye en 95 sur le challenge Berlinette-Hommel, échappement, voiture qui a été construite ici à l'OEAC. Voilà, qui m'a valu une nomination aux espoirs de l'année à l'époque, la même année. Donc c'est pareil, ce qu'on devait faire n'était pas trop dégueulasse. Ouais, on faisait des temps sympas. Et puis après le volant 106 qui est un championnat national, réservoir de talents, graines de champions. Ouais, de graines de champions, de gars qui aujourd'hui ont continué et qui ont roulé en double versé, qui ont roulé en mondial. Oui, bon. Et qui sont pour certains, je pense à Nicolas Bernardi par exemple aujourd'hui, qui est responsable je crois de l'opération Rallye Jeune et de plein d'autres. Voilà, Sébastien Loeb, des gars qui ont un peu percé derrière, tu vois. Un tout petit peu. Ouais, non. Donc c'était vraiment formateur parce que ça te met tout de suite à ta place. Mon pote Manu Guigou, voilà, qui aujourd'hui roule encore, qui développe l'Alpine d'ailleurs aujourd'hui. Donc que des gens qui savent vraiment tourner le cerceau et ça c'est hyper formateur. Donc j'ai appris beaucoup, on a pris notre pied pendant 2-3 années. On a gagné le volant 106 en 2000, le volant 106 rallye et ensuite j'ai pu faire de la 106 S16 et faire des rallyes sur terre. Parce que finalement, moi je bossais sur une école sur terre, il y avait des rallyes sur terre, c'était dommage de ne pas aller goûter à ce truc-là. Donc je suis allé aussi faire des rallyes sur terre. Une de mes plus grandes désillusions, je crois que la première spéciale, je prends 4 secondes au kilomètre. Pour ceux qui font du rallye, ils comprendront. C'est une déculottée sans nom, tellement le rallye sur terre est quelque chose de spécifique, où tu reconnais avec ta voiture, tu passes une seule fois. Voilà, donc grande expérience. Et puis après, finalement, des piges. Tu vois, je parlais de la 205 avec laquelle on s'est tarté là. Donc il m'a permis de gagner le premier rallye de l'OEAC en 97, donc c'était bien aussi, c'était une première victoire scratch. Ouais. Voilà. Donc voilà, quelques titres, quelques bonnes expériences. Ouais, exactement. Et on comprend mieux pourquoi tu dis que ta patrie c'est le rallye. Ah oui, c'est clair, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Ouais. Et du coup, il y a une question de Moyac, comment devenir pilote de rallye professionnel? Aïe. Ouais. Il n'y a pas de diplôme. Il faut que les planètes soient alignées. Il faut avoir un feeling de dingue. Des gens doués, il y en a plein. Moi, ça fait 25 ans que j'organise des stages et je peux te dire que des gens doués, il y en a vraiment beaucoup. Des gens qui ont envie de faire ce métier-là, il y en a moins. Donc déjà, les mecs doués qui ne veulent pas faire ce métier-là ne prennent pas la place des autres. Et puis après, on prendra le problème dans tous les sens. Le sport auto est quand même un sport de riches pratiqué par des pauvres. Donc il faut toujours des budgets. Il faut vraiment des budgets importants. On peut commencer avec des petites autos. On peut se faire un rallye régional avec une petite 106, une petite 205. Mais un jour, quand tu es devenu champion de ta région, si le challenge t'excite un peu, tu as envie d'aller rouler au niveau national. C'est plus de déplacements, c'est plus de temps. Et puis à un moment, ta petite 205 ou ta petite 106, elle est plus d'actualité. En tout cas, si tu veux briller un peu plus dans le scratch global, il faut une plus grosse auto. Et donc il faut des moyens. Il faut des ronds quand même. Donc il n'y a pas... Les écoles de pilotage comme la mienne sont la meilleure façon de gagner du temps. Finalement, une école de pilotage, elle ne fera pas de toi un super bon pilote si tu n'as pas de feeling. Ok. La réponse, elle est en 80% en soi, c'est est-ce que j'ai du feeling avec la caisse ou pas, quoi. Je prends souvent l'exemple parce que j'ai eu cette chance-là malgré tout d'avoir Sébastien Loeb en stage. À l'époque, il n'était pas connu, ce gars-là. Il est arrivé avec une petite 205 avec le capot noir, les ailes jaunes et un arceau dans la caisse et les sièges déchirés. Et c'était sa voiture de reconnaissance. Et on a dû passer 2 ou 3 jours ensemble, je ne sais plus, en stage. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs. Et ce gars-là, je ne lui ai jamais rien appris. Le mec, il est comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit, il a un feeling de dingue. Donc de toute façon, oui, il faut énormément de feeling pour réussir. Et après, en effet... Du feeling et après des moyens. Et après, soit tu es un peu commercial et tu vas vendre ton truc,
soit tu ne l'es pas et il y a des gens qui t'aident, mais si tu n'es pas commercial et si tu n'as pas un appui financier, ça commence à se compliquer. Ok. Il y a Guillaume Huchet qui te demande quelle est la différence entre un bon et un mauvais pilote. C'est comme les chasseurs. Exactement. Alors je sais pas, oui il y a des différences, ça se voit au chrono, ça se voit au style, et puis c'est quand même un sport où en général ceux qui en font le moins en parlent le plus. C'est comme beaucoup d'autres choses ça. Et donc des fois il n'y a pas besoin d'en faire des tartines quoi, il suffit de faire. En tout cas, un bon pilote, il sait qu'il n'a pas fini d'apprendre. Okay. Voilà. Et qu'un jour tu as l'impression d'être sur le toit du monde, et ben même quand tu as l'impression d'être sur le toit du monde, il y a un mec qui te met une branlée. Et donc tu dois rester à ta place et te dire ok, j'ai encore 2-3 trucs à apprendre quoi. Donc un bon pilote, ce serait un pilote humble. Ouais, je pense l'humilité c'est bien, ouais. Okay. Ça fait du bien, ouais. Donc là il y a Nidal qui te demande, imaginons tu pars tout de suite sur le Nürburgring, quelle voiture tu prends? Je crois qu'elle m'attend au garage, une GT3. Bah oui. Bon oui, une GT3. Oui. Le son du moteur, enfin voilà, c'est l'auto rêvée. Pour aller rouler là-bas et essayer de revenir sans la tarter là. Yann, il y a Mtex qui te demande pour quand une Toyota GT86 dans le parc automobile Pégase. Alors ça c'est quand même génial comme question puisque je vais la chercher mardi. Je vais la chercher mardi. Donc là, ma réflexion. Fait de l'œil. Ouais, exactement. Je l'ai essayé, réessayé. Nos stagiaires propriétaires avaient à chaque fois la gentillesse de me laisser prendre le volant pour peaufiner ma réflexion et donc oui, elle arrive. Elle arrive et je dis elle et elles arrivent puisque l'idée c'est toujours d'avoir 2 modèles identiques pour moi en fait. Mmh. Donc du coup elles seront disponibles en stage pour quand? Ah bah écoute, très rapidement. On va dire que la semaine prochaine, d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines la voiture sera là, ouais. Alors il y a GG la tuile qui te demande quel réflexe adopter en cas de perte d'adhérence à haute vitesse, 130 km/h et plus. Oh, il y a quel réflexe adopter? Mais déjà, il faut prendre les freins, quoi. Il faut prendre les freins, il faut sauter sur le frein. Le temps de réaction à ce moment-là, il est d'une importance capitale. C'est-à-dire plus tu prends les freins tôt et plus tu calmes l'inertie de ta voiture. Quand on n'a pas de notion, de pilotage, ouais. Essayer de contrôler une voiture, c'est pas la meilleure des idées. Donc c'est prendre les freins, pas s'amuser à envoyer du contre-braquage de partout instinctif et laisser la tempête passer. Il y a quand même 2 grandes races de voitures. Il y a les voitures avec du contrôle électronique et les voitures anciennes qui ne le sont pas. Pour les voitures qui ne le sont pas, si toutefois la voiture commence à glisser, pour les voitures qui n'ont pas de contrôle électronique, c'est pied sur le frein, roue droite, on laisse partir à tête à queue et on attend. Advienne que pourra quoi. Exactement. Pour les voitures qui ont un contrôle électronique, toujours regarder où on veut aller, toujours braquer là où on veut aller et rester debout sur le frein. Il y a Simon qui te demande la voiture d'origine la plus efficace sur circuit. Ah bah je pense qu'on va y revenir à cette GT3. Hein. Bah ouais. Encore et toujours. Ah ouais, il y a de fortes chances qu'elle... Alors je dis GT3, il y a des voitures de série, hein. Une McLaren c'est pas débile non plus. Hein. Mais je pense que la GT3 est dans le top 3. Ouais, des voitures très efficaces. Là on me prend un peu au saut du lit, là, mais non, c'est top. C'est top. Ouais, j'ai vu que tu l'avais bien aimé. Ouais, j'aime bien. Pas le cas de tout le monde. Il y a Aksho qui te demande Bugatti Chiron ou Fiat Multipla. Ah, Bugatti. J'aime bien les voitures. Il y a l'empereur des pingouins qui te demande ça va? Nickel, je suis au top, il fait beau et on est bien. Donc on a Bernard qui nous demande quelle est la bonne technique de freinage pour monsieur tout le monde en cas d'urgence sur autoroute par exemple. Eh ben, toujours 2 grandes familles, les voitures qui ont l'ABS et les voitures qui ne l'ont pas. Les voitures qui ont l'ABS, c'est relativement simple. Tu ne peux gérer que 2 choses, ton temps de réaction et ton attaque de frein. Plus tu es vif et plus tu tapes fort le frein, plus tu auras de chance de t'arrêter court. Ok. Voilà, puisque les ingénieurs ont bien bossé et la voiture fera son maximum. Si la voiture n'a pas l'ABS, là c'est un peu plus délicat. Il faut en effet avoir un temps de réaction toujours le plus court possible, une bonne attaque de frein. Et si toutefois les roues se bloquent, ce qui vaut mieux finalement aller chercher un peu de blocage au début, et puis en sortir avec un freinage très légèrement dégressif, juste sortir du blocage et rester à la limite de blocage. Faut avoir un bon feeling quoi. Ah bah grave, hein, ça va pas se faire tout de suite comme ça. Urgence, feeling. Ne pas pomper sur la pédale de frein. Okay. Voilà, ça c'était valable avec les 504.
les 404 de l'époque, mais voilà, on est rendu très loin. Et ça par contre je le vends à toutes les sauces, mais c'est valable pour tout le monde, nous tous dans les voitures. Jambe gauche calée dans le passage de roue. C'est une deuxième ceinture de sécurité qui, en cas de choc, permet vraiment de retenir le corps. Donc on débraye pas? En tout cas, tu poseras ton pied sur l'embrayage à la fin pour éviter de caler. Ok. Mais c'est tout. Alors il y a Émile qui nous demande: as-tu déjà joué à du simulateur de pilotage et qu'en penses-tu pour l'apprentissage du pilotage? Et il y a Goody qui vient compléter cette question en nous demandant: est-ce utile ou trop éloigné de la réalité? Manque de ressenti, absence de mouvement du corps. Alors simulateur, j'en ai fait très peu. Ouais. Je l'ai fait par curiosité. Je suis à chier. J'y comprends rien. T'as pas le feeling quoi? Non, j'en fais avec mes gamins, je prends des branlées, ils m'atomisent. Donc simulateur, je suis pas aujourd'hui allé dans des simulateurs professionnels. Ok. Il m'est arrivé de m'amuser sur simulateur. Je suis pas sûr qu'on puisse apprendre sur un simulateur. En tout cas, on peut perfectionner des choses sur un simulateur. Je pense que la plus grande force du simulateur, notamment en circuit par exemple, c'est de pouvoir à distance apprendre les circuits. Parce que là, on est vraiment dans le vrai tracé. Après, le ressenti de la pédale de frein, moi, j'y comprends rien. Et il y a une chose que te donnera très rarement le simulateur, c'est le latéral. Tout le ressenti latéral de la voiture qui glisse. C'est-à-dire que tu peux compenser avec des inclinaisons, ce qui est le cas, on voit dans ces simulateurs, le siège bouge énormément pour amplifier ses mouvements. Par exemple, l'apprentissage de la glisse, Non. sur simulateur, je sais pas. Technique de volant peut-être? Mais même pas, parce qu'on se retrouve pas avec les 3 tours buté à buté d'une auto de série. C'est vrai. Donc on va se retrouver un peu pénalisé. Donc c'est bien pour du circuit, c'est bien pour du rallye, c'est bien pour simuler justement des voitures de course. Des voitures de série, c'est plus compliqué. Donc il y a François Tempé qui te demande: défi, peux-tu faire glisser une Citroën BX? Ah bah grave! On peut tout faire glisser. Celle de Jean-Claude Convenant et toutes les autres. Non, sans problème, bien sûr. Ah ouais, sans problème. Faut éviter de tirer le frein à main sur une BX. Hein. Ouais. Il agit sur les roues avant, donc t'as l'air d'un con devant tes potes. Et donc est-ce qu'il est possible? Oui, et je l'ai déjà fait. D'accord. Voilà. Donc ouais, on peut tout faire glisser. On peut quasiment tout faire glisser. Même le berlingot? Même le berlingot. Est-ce qu'il y est passé? Attention, le berlingot, on ne peut pas désactiver le contrôle de trajectoire au-dessus de 50 km/h, donc ça se complique un peu. Donc il y a beaucoup d'abonnés qui ont demandé une vidéo sur la technique du pied gauche. Est-ce que selon toi c'est utile? Alors c'est utile parce que le pied gauche est omniprésent dans le pilotage automobile d'aujourd'hui. Il se trouve que le frein pied gauche, finalement, moi j'en fais pas beaucoup, parce que ma génération de pilotes a été moins confrontée aux boîtes séquentielles, aux voitures sans embrayage. Et donc j'ai pas eu besoin forcément, même si certains le pratiquaient déjà à l'époque, je l'ai peu pratiqué. Je me sens pas, c'est sans doute un des créneaux de pilotage où je me sens pas top, et aujourd'hui j'ai vraiment besoin de bosser ça. Moi, s'il y avait un truc que je devais bosser, c'est ça. Ça m'a pénalisé par exemple au rallycross cette année, et donc on pourra en parler, ça c'est sûr, on pourra en parler. Tu as le vrai et le faux. Le vrai. Non, mais le vrai, c'est quand tu restes gaz et que tu étouffes la voiture au pied gauche. Le faux, c'est quand tu lâches l'accélérateur et que tu freines pied gauche. On verra peut-être ça sur une vidéo. Donc ça, on pourra en effet en parler sans problème. Alors, quelle était ta toute première voiture? Alors, la toute première voiture avec laquelle j'ai roulé, c'est une AX Kawai. Ah oui. Avec la fermeture sur le côté. Ouais. Que je me suis bien appliqué à ouvrir d'ailleurs à l'époque. Et puis ensuite, la première voiture que j'ai achetée, parce que la XKW c'était la voiture de ma maman, mais en fait la première voiture c'était une 106 XSI. Après, j'adorais cette voiture. Donc il y a Mathieu Riboulet qui nous demande comment faire glisser une voiture qui a beaucoup de poids naturellement sur l'arrière, type Porsche 911. Bah ça on a déjà répondu sur les CD Porsche. Oui, tu pourras lui demander, il faut être un peu violent. Ouais. Mais elle finit par y aller, puisque la GT3 qu'on avait roulée avait ses pneus de série, et malgré tout elle finissait par y aller quand même. Il faut charger l'avant et délaisser l'arrière. Il y a Arnaud qui te demande: as-tu obtenu ton permis du premier coup? Yes. Dans une auto-école à l'époque il s'appelait Pilote, c'était rigolo, donc sur une Clio, je m'en souviens très bien. Les planètes étaient vraiment alignées quoi. Il y a R11 Turbo qui te demande: objectivement, quelles sont les tractions les plus endurantes et performantes sur circuit pour rouler tous les week-ends? Il semblerait que Renault domine le sujet.
Un petit peu. Alors, moi, j'ai toujours un coup de cœur pour la Mégane RS. Je trouve que c'est une voiture, pour l'avoir beaucoup utilisée à l'époque où j'étais circuit partenaire Renault Sport, c'est une auto perfo, résistante et plutôt fiable. Donc, ce serait en tout cas la voiture que j'achèterais pour faire du circuit. Alors il y a Enzo qui te demande, le pilotage ne t'a jamais lassé un jour, as-tu autant l'envie du début de ta carrière? Ah ouais, très clairement. Moi je suis vraiment passionné de pilotage et quelle que soit la monture. Je ne vais pas simplement aujourd'hui ne prendre du plaisir exclusivement que sur les grosses autos, j'en prends sur toutes les autos. Et c'est même un challenge finalement aujourd'hui d'essayer de faire glisser tout ce qui roule. Donc tu vois, ce matin, là on est en stage, ce matin on a encore fait nos tours de démo avec les gens qui sont là ce matin. Je prends du plaisir. Je prends du plaisir à le faire, je prends du plaisir à faire plaisir aussi à ce moment-là parce que c'est super plaisant quand tu découvres d'être dans une voiture qui glisse et de dire waouh, mais c'est carrément génial, ça nous a tous fait rêver. Enfin, moi le premier quoi. Aujourd'hui je suis là parce que je voyais des pilotes ou des journalistes faire glisser leur voiture il y a 30 ans quoi. Il y a Cédric Dubos qui te demande, est-ce que tu t'occupes des réparations, entretien et préparation des voitures? Alors j'ai un œil très très averti là-dessus et je suis finalement épaulé depuis peu à l'atelier. Quand ça fait 25 ans que tu fais rouler des voitures sur circuit, ouais, tu commences un peu à savoir où ça pêche. Donc je ne suis pas mécanicien. Ouais. Et je tire mon chapeau aux mécaniciens parce qu'ils sont d'une patience sans nom des fois à démonter, à remonter, à redémonter, à remonter. Et moi j'ai pas cette patience-là, je suis un sale gosse pour ça. Donc oui, l'analyse mécanique, on l'a toujours au moins à deux sur les voitures, les petits bruits, les clics-clics, les clac-clac, les dongs, que ce soit moteur ou au niveau des trains ou au niveau des roulements. Oui, je ne suis pas mécanicien, mais j'ai l'œil et l'oreille très mécaniques. Alors il y a Ayrton Senna qui est visiblement sorti d'outre-tombe pour te demander quelle est la voiture la plus difficile à emmener en glisse. Il y en a eu quelques-unes, en tout cas le plus grand souvenir, c'est une, mais genre je ne me souviens pas du modèle, c'est une Corvette, les toutes dernières, là. Les toutes dernières, il n'y a pas une C7R ou un avion de chasse de 700 chevaux là, avec une rigueur châssis, enfin une puissance démoniaque, une rigueur châssis ultra surprenante et une voiture à mes yeux donc efficace, ça c'est pas le problème, mais qui m'a donné du fil à retordre ouais, pour essayer de l'emmener en glisse, ça c'est sûr. Et puis dans un autre domaine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple tu prends des 91 GT3 RS et des petites autos comme ça avec 4 roues directrices, là où les GT3 tout court, où là faut pas être un endormi au volant non plus. Voilà, faut pas être un endormi, tu les fais glisser hein, beaucoup plus facilement. Mais la Corvette a réussi? La Corvette, on a fini, ouais. On a fini par la faire glisser, mais t'es un peu comme ça. Il y a Gabin Andrade qui te demande plutôt boîte méca ou palette au volant. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que... Alors, palette au volant, tu m'aurais dit boîte manuelle ou boîte séquentielle. Faut voir. On va juste faire le tour. Donc, les boîtes méca, j'aime bien et j'aimerais toujours. Voilà, parce que c'est ce que j'ai appris, c'est là-dessus que j'ai roulé le plus souvent. Palette au volant à une seule condition, qu'elle soit fixe, qu'elle ne tourne pas avec le volant, voilà. Parce que là sinon c'est punition absolue. Et donc palette fixe, oui j'aime bien, mais c'est plutôt le levier séquentiel que je préfère. Voilà, parce que le levier séquentiel, tu sais, il est là, il n'est pas ailleurs, et même quand tu es à l'équerre, il est là. Les palettes, elles sont derrière le volant, mais tes mains sont là, où elles sont là, où elles sont là, donc c'est plus compliqué. Ouais. Donc il y a Elias qui te demande, quel est le plus facile entre faire glisser une voiture 4 roues ou une voiture traction? Elles vont être toutes les deux aussi difficiles à placer. D'accord. Et après, pour moi, c'est deux branches différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus difficile ou plus facile, l'une comme l'autre vont demander du travail. En tout cas, il ne faudra pas mélanger les pages du manuel. Traction, propulsion, d'ailleurs aujourd'hui on a une petite traction qui roule, la Clio 3 RS roule et Emmanuel qui est au volant ne fait que de la traction aujourd'hui. Et lorsqu'on a une 4 roues motrice qui roule, c'est que de la 4 roues aussi. Donc c'est pas à mes yeux plus difficile ou plus facile, c'est différent.
c'est tout. Mais c'est difficile à placer. Avec les propulsions, ils savent de quoi je parle. Le petit coup de gaz qui place l'auto, ça c'est facile. Avec la traction ou la 4 roues motrices, alors si, tu peux utiliser le câble, mais c'est pas ma philosophie à moi. Moi j'aime bien placer les autos sur les freins, quoi. Il y a Geoffrey qui te demande, sais-tu maintenir une dérive en marche arrière? Oh putain, j'ai jamais essayé. Bon, il faudra essayer. Me maintenir une dérive en marche arrière. Compliqué. Faut déjà imaginer le truc là. Ouais. Pour essayer. À voir. On te demande pour ou contre les voitures électriques et on va compléter la question. Est-ce que le couple des voitures électriques est un avantage pour les faire glisser? Alors sans hésiter pour déjà. Ouais. Mais ouais, bien sûr. Et pour les avoir roulées ces voitures électriques, je serais même potentiel acheteur moi, d'une voiture électrique aujourd'hui, très clairement. Le couple, est-ce que c'est un avantage pour les faire glisser? Alors c'est un avantage quand tu sais faire, c'est un vrai inconvénient quand tu as un feeling de mouette. Parce que l'accélération d'une caisse électrique, c'est fulgurant. Ça dit pas s'il vous plaît. Hein. Donc si tu ne sais pas gérer ta cheville, assez rapidement le tête à queue te guette. Voilà, donc ouais, moi j'ai même pensé, je l'ai même évoqué, certains stagiaires le savent, j'ai déjà même pensé moi intégrer un modèle 3 dans la flotte. T'as déjà fait glisser un modèle 3? Ouais. Sauf que monsieur Elon Musk, il veut pas que les voitures glissent, donc ça demanderait de toute façon une préparation spécifique de la voiture puisqu'elle s'auto-verrouille en fait. Voilà. Okay. Alors il y a Clément Raffanel qui te demande glisse sans autobloquant avec différentiel de type CAIF, compliqué, difficile, dangereux ou juste instable? Écoute, la petite E46 325i qui est sur le parking là-bas, elle est équipée d'un CAIF. Et donc, elle est plutôt progressive, elle est plutôt facile à emmener. Donc, je crois que la spécificité du CAIF, c'est là en l'occurrence, on est sur du 0,80% en fait, en fonction d'eux. À confirmer, hein, désolé pour ceux qui connaissent ce truc-là par cœur. Mais en tout cas, pas instable, pas dangereux. Pas dangereux, pas dangereux, non, pas dangereux. Difficile, peut-être? Oui, peut-être avec plus de puissance et des voitures plus sportives. C'est vrai que celle-là ne l'est pas forcément, donc elle lisse 2-3 choses. Okay. Il y a Jérôme qui te demande, toutes tes voitures sont équipées d'un autobloquant. Est-ce que les conseils que tu donnes dans nos vidéos sont aussi applicables sur les voitures qui n'en sont pas équipées? Oui. L'autobloquant, pour moi aujourd'hui, il est l'ange gardien du moteur. Parce que en fait, il évite les différences de rotation entre les roues arrière. Et on ne se retrouve pas avec une auto et donc un régime moteur qui d'un seul coup grimpe dans les hauts régimes en plein appui. Par contre, ça demande un pilotage beaucoup plus fin quand on n'a pas d'autobloquant parce qu'il faut beaucoup plus calibrer sa vitesse d'entrée et beaucoup plus glisser sur l'élan et l'entretien du point de saturation plutôt que de se mettre vachement sur l'angle et vraiment créer du patinage. Donc quand on n'a pas d'autobloc, on peut malgré tout glisser. Il nous est arrivé de faire des stages avec des petites BM sans autobloc, petites BMW sans autobloquant. Ça le fait très bien. Par contre, en effet, si tu te mets trop sur l'angle à un moment, ta roue intérieure est délestée, elle prend de la vitesse, mais ta caisse n'avance pas. Ok, donc c'est jouable, mais c'est jouable en étant un peu plus fin. Oui. Donc il y a Samy qui te demande, as-tu une préférence entre les voitures allemandes et japonaises pour les faire glisser? Ah non, mais moi j'ai pas de préférence, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un gosse, donc je prends les voitures comme elles sont et je m'amuse avec. J'ai peut-être plus pratiqué les allemandes que les japonaises, mais foncièrement, non. Il y a Wheezy qui te demande le ressenti de tes élèves à leur première glisse. Ah, bah, d'abord, je pense déjà que s'ils sont là, ça les motive. Donc c'est une vraie recherche de leur part. Et puis, comme moi je l'ai ressenti à 25 ou 30 ans, quoi, c'est l'extase complète. Tu dis, waouh, ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait, donc le fruit défendu t'appelle et donc tu as envie de recommencer, quoi. D'accord. Il y a Ritzko qui te demande, quel âge as-tu? 48 ans. Ok, donc on a eu beaucoup de questions pour nous demander sur quel autre circuit vas-tu proposer tes stages? C'est une vraie bonne question aussi et c'est une vraie grosse réflexion que j'ai depuis un moment.
Le circuit de Pouilly-en-Auxois, qui est un circuit sur lequel on commençait vraiment à développer une belle activité, nous a jeté dehors il y a quelques mois, sous prétexte que l'arrosage que nous pratiquions n'était pas éco-responsable. Donc quand des décisions politiques de ce type sont prises, tu t'attends à tout. Voilà, très clairement. Donc je cherche aujourd'hui de toute façon des solutions, de proposer des stages. C'est vrai qu'on a un cahier des charges qui est un peu spécifique. Moi je veux plutôt des virages, je ne veux pas forcément des grandes lignes droites. Je veux pouvoir arroser, je veux qu'il y ait du dégagement, je veux que ce soit sécurisé. Je veux qu'on m'autorise à glisser aussi. Et donc tout ça mis bout à bout. C'est en cours de réflexion. C'est en cours de réflexion. D'ailleurs en allant chercher cette petite GT86, eh bien je vais passer par Chenevière et peut-être les Écuyers, Clastres, enfin voilà, on va voir faire mon marché. Pour finir, il y a Guilhem qui te demande, comptes-tu prendre part à de nouvelles courses? Alors la réponse est oui, ça c'est sûr. Les quelques expériences que j'ai eues encore il y a quelques mois me confirment l'envie de continuer, voire même d'en faire plus et pourquoi pas de partir sur une saison complète. En rallycross. En rallycross, je ne peux malgré tout pas faire abstraction de l'aspect financier de la chose. Et ouais, aujourd'hui il est impératif de trouver des partenaires qui t'accompagnent sur des démarches comme ça. Je sais aujourd'hui que voilà, moi je peux mettre en place de la communication, je peux mettre en place de l'animation. Donc aujourd'hui, l'envie elle est là. Il faut absolument que je trouve des partenaires pour aller au bout du projet. Ouais. Tu es en phase de recherche? Ouais, très clairement, ouais, aujourd'hui. Oui. Il y a une question qui sort un peu de l'ordinaire. Yann, plutôt slip ou boxer? Ils sont cons. Boxer? Team boxer. Ah ouais. Ok. Et bah Yann, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.